Bonjour, soyez les bienvenus à ce webinaire aujourd'hui. Nous allons commencer. Nous allons commencer pour respecter le temps de tout le monde. Le webinaire aujourd'hui, c'est le lancement public des critères des institutions financières. Nous allons présenter ce webinaire deux fois aujourd'hui. Alors, vous pouvez nous suivre maintenant ou après. Mon nom, c'est Nate Hayden. Je suis le chef des standards financiers. Et aujourd'hui, Monsieur Hawashi va être avec nous aussi. C'est le manager technique des institutions financières et c'est lui qui a contribué à mettre à jour ces critères. J'étais en train de prendre des notes que j'aimerais échanger avec vous. Ce webinaire est traduit en chinois, en espagnol et en français. Vous pouvez utiliser les outils qui sont au fond de votre écran. Si vous voulez changer de langue, nous avons aussi un chat au fond de l'écran pour demander des questions. Sentez-vous à l'aise si vous voulez écrire vos questions. L'enregistrement va être publié sur la chaîne YouTube de SBTI. Alors, vous pouvez donc écouter cette séance quand vous le voulez. Alors, nous aurons deux parties essentielles. La première, le background, c'est-à-dire les références qui ont donné lieu à ce genre de travail, et puis aussi les critères de la version V2. Alors, le webinaire va avoir une duration de 1 heure et vous êtes les bienvenus si vous voulez poser des questions dans la boîte des questions. Comme vous le savez, nous avons publié nos critères en 2020. C'était la combinaison d'un processus de 2 ans. Nous avons donc établi les critères et les méthodes. Nous avons beaucoup appris pendant les 4 dernières années. Donc, cette mise à jour part du cadre de l'an 2020 à partir de l'accord de Paris. À partir de 2021, on a publié les standards du Corporate Net Zero. Donc, cette mise à jour est alignée avec les standards corporatifs et avec les composants pertinents. Nous avons ajouté pas mal de clarté, donc nous avons innové beaucoup. Nous avons travaillé sur la clarté, mais aussi sur la possibilité d'utiliser. Nous avons aussi augmenté la limite minimum des conditions des exigences de couverture ainsi que des objectifs de l'approche de décarbonisation sectorielle et de la température nominale. Nous avons aussi ajouté les activités par rapport aux combustibles fossiles. En termes de processus, nous avons travaillé sur cette mise à jour pendant 2 ans. Alors, voilà quelques points clés. Nous avons commencé juste après la publication du standard Net Zero. Nous avons fait deux consultations. La première, pendant l'été 2023. Nous avons partagé quelques documents pour la consultation publique. Nous avons eu pas mal de retours d'informations qu'on a inclus. Nous avons oh, partagé ces résultats avec les conseillers et puis de novembre à janvier, novembre 2023 à janvier 2024, nous avons testé ces critères avant de les mettre en œuvre, avant de les publier. Finalement, nous sommes
revenu à, avec les autorités pertinentes. Donc, nous avons introduit une organisation beaucoup plus formelle des standards. En termes de date, l'idée, c'est que ces critères vont être, vont être testés pendant une période de 6 mois pour que les institutions puissent passer de la version 1,1 à la version 2. Après ces 6 mois, cette période de 6 mois, la version 2 ne sera que la seule version possible. Nous avons 110 institutions, organisations qui ont validé ces objectifs à court terme. Alors, ces institutions financières ne doivent plus changer leurs objectifs. Si les institutions financières choisissent de faire une mise à jour, elles peuvent le faire. Mais évidemment, bon, il y a une période maximale de 5 ans à partir de la validation, euh, après laquelle on doit mettre à jour. Il y a un ensemble de documents qui ont été publiés avec ces critères. Alors, avant tout, la version 2 de critères. Nous avons publié un format d'objectifs pour les institutions financières. Nous avons un document qui a été mis à jour. C'est ce qu'on appelle les indicateurs d'évaluation des critères, qui expliquent comment est-ce que l'initiative des données basées sur la science peuvent évaluer les objectifs. Donc, c'est très transparent. Nous avons, nous avons déjà aussi demandé des traductions en plusieurs langues et c'est en cours. Nous avons aussi un document de changement important qui explique les différences entre la version 2 de ces critères et la version 1,1. En 2020, nous avons publié un document plus ample qu'on appelait un document guide avec l'objectif d'expliquer comment est-ce que les institutions financières peuvent passer par ce processus, comment est-ce qu'elles peuvent décrire les méthodes et comment on peut utiliser les ressources. Nous avons fait cette mise à jour de ces documents pour être une entreprise beaucoup plus standard. On a révisé ces documents aussi. Ce sont les standards qu'on a maintenant avec leur traduction pertinente. Alors, quel est notre objectif? Où est-ce qu'on se dirige? Alors, pour le futur, il y a deux projets, les principaux, sur lesquels on est en train de se concentrer avec les objectifs basés sur la science, les objectifs à court terme avant tout, qu'on a publié en 2020. Le deuxième, c'est un standard du segment pour l'institution financière. Et c'est quelque chose c'est un point sur lequel on a travaillé pendant les 2 dernières années et on aura, disons, un plan de base qui explique quelle sera la prochaine étape de cet effort. Entre les critères à court terme que nous connaissons comme FINT et le net zéro, qu'on connaît comme FINZ, ben, il y a une certaine différence. Chacun couvre certaines activités spécifiques. Donc, on inclut les marchés de capitaux, les compagnies d'assurance aussi, en termes de calendrier, les critères FIN, FINT, pour une période de 10 ans par rapport au FINZ qui couvre une période de temps beaucoup plus longue pour obtenir, pour rejoindre les objectifs à court terme ou à long terme. Par rapport aux méthodes biométriques, on a un cadre
qui inclut les combustibles fossiles et dans le FINZ, non seulement on reprend des éléments du FINT, mais on est aligné avec le climat, les politiques autour de leur environnement. Donc, c'est un nouvel abordage qu'on est en train de réviser et qu'on va réviser pendant les prochaines séances. Pour la couverture, on a fait une évaluation en 2020. Essentiellement, on a fait une mise à jour plus flexible pour pouvoir identifier les activités qui ont le plus d'émissions pour être sûr qu'on est en train de bien couvrir les activités les plus polluantes. Donc, on a une période de 6 mois pendant laquelle les institutions financières peuvent choisir la version 1 ou la version 2, même si après, elles devront choisir uniquement la version 2. Donc, pour le FINZ, on est dans une étape initiale du processus. Notre conseil technique devra approuver ce processus. Ce sont les aires principales de comparaison entre les deux, euh, les deux programmes. Alors voilà, on peut donc terminer ici avec la partie de l'encadrement. Alors, Howard, je vous cède la parole. Oui, donc, dans cette diapo, on peut voir un résumé général du processus que les institutions financières doivent suivre pour rejoindre leur objectif basé scientifiquement. La première étape consiste à ce que l'institution financière, FI, euh, pose les limites, les limites de son organisation. Après, on doit fixer quelles sont les limites de ses propres ambitions. Donc, nous avons les objectifs de type 1 et de type 2. Après, il faut choisir. Si on aimerait établir un objectif supplémentaire qui couvre les émissions de type 3, par exemple les transports, mais ceci, en fait, est une option. Donc, toutes les catégories de la numéro 1 à la 14 seraient optionnelles, tandis que la numéro 15 est la plus importante pour les institutions financières. Donc, ceci permettrait aux institutions financières de se concentrer dans les émissions les plus pertinentes. Donc, il faut, disons, nous suggérons d'inclure l'objectif de ce genre. Donc, en termes de changement entre la version 1,1 et la version 2, je crois que les changements principaux sont en rapport avec la mise à jour du zéro net. Donc, les objectifs 1 et 2 ont été réduits de 5 à 15 ans à 5 et 10 ans. Donc, on a enlevé 5 ans à la période totale. Les objectifs sont passés de 1,75 degrés à 1,5 degrés. Par exemple, si on a un objectif à 10 ans, on devrait établir une réduction du 42% pour la réduction que l'on est en train de poursuivre en troisième place. On a ajouté pour toutes les catégories l'année basse, par exemple 2015. On pourrait prendre l'année 2015, mais on suggère de prendre une année beaucoup plus proche au temps présent. Il serait recommandable de pouvoir avoir des objectifs qui ne se répètent pas. Bon,
Alors, si on se concentre dans la catégorie 15 avec l'objectif 3, comment est-ce que les objectifs peuvent être établis? Si vous connaissez notre document de critères, on résume essentiellement quelles sont les activités les plus pertinentes et quelles sont les options sur lesquelles on peut travailler et quelles sont les options sur lesquelles on ne peut pas travailler, qui sont hors limite. Quels sont donc les objectifs que l'on peut appliquer? On va en parler dans les suivants diapos avec plus de détails. Ces méthodes essentiellement couvrent la façon, la formule utilisée pour déterminer une limite d'ambition par rapport au changement de la version 1 à la version 2. Nous avons vu qu'il y a eu une mise à jour importante en termes de détails qu'on a ajoutés dans notre diapo. On a ajouté une classification supplémentaire de biens immeubles. Donc, ces informations doivent être plus explicites car on a ajouté des détails à ce propos. On a quelques exemples, des exemples supplémentaires qui ont des spécifications supplémentaires. Par exemple, dans la table numéro 1, dans le schéma numéro 1, on a ajouté des informations par rapport aux investissements, par rapport aux fonds et des actions. Donc, si une institution financière investit en bonus de carbone, c'est donc un actif indispensable, les objectifs seront obligatoires. Si une institution financière investit dans un fonds souverain, donc ces investissements ne seront pas considérés dans les objectifs. Et finalement, si l'institution financière investit dans un fonds qui, à son tour, investit dans un autre fonds, donc il y a plusieurs couches, pour ainsi dire, plusieurs étapes dans ce processus. On a aussi ajouté d'autres garanties optatives qui sont alignées avec d'autres critères. Un autre exemple des changements qu'on a fait dans la table numéro 1, c'est qu'on a exigé des conditions qui ont été ajoutées, des définitions dans les critères de telle façon, donc à augmenter la clarté pour que les usagers comprennent mieux comment ça marche. Alors avant tout, dans le cas où une institution financière puisse prendre des décisions avec une troisième partie sans avoir besoin de son approbation, on devrait se baser des actions principales. Donc, on a besoin de ces objectifs, de la définition de ces objectifs. Donc, quand on a une obligation de conseil, donc l'institution financière peut faire des recommandations, mais on a besoin d'un troisième partie qui donne l'autorisation finale. Dans la dans la première version, on n'avait pas assez d'informations, mais ceci est beaucoup plus spécifique dans la deuxième version. Et finalement, nous avons aussi le cas de seulement exécution. Alors, dans les circonstances requises, l'objectif serait hors portée. Et puis, je crois qu'on a un changement supplémentaire qui a été fait dans la table numéro 1 pour les prêts aux corporations. Alors, dans la version 2, il y a beaucoup plus de flexibilité. Dans ce cas, les institutions financières maintenant peuvent choisir les différents prêts qu'on peut employer en fonction des facteurs utilisés pour les prêts aux corporations. Puis, on a ajouté plus de flexibilité au calcul du 67% de couverture des prêts pour d'autres secteurs. Et finalement, pour les prêts d'entreprises, de petites entreprises et moyennes entreprises, on a ajouté des définitions régulatoires
pour pouvoir déterminer si on a une couverture qui peut être appliquée dans ces circonstances. Pour la validation de l'objectif pour ces entreprises qui voudraient entrer au processus de validation de la SBTI, pour les petites et moyennes entreprises, et essentiellement, tout ceci est inclus dans la nouvelle version. Alors, les entreprises peuvent choisir la route standard de validation dans cette diapositive. Il y a beaucoup plus de détails, des changements par rapport aux diapos précédentes. On peut donc voir qu'il y a des changements par rapport aux prêts corporatifs, génération d'électricité, le real estate, les combustibles fossiles. Mais bon, si vous avez des questions, on peut faire une petite pause. J'aimerais spécifier de quoi parle-t-on quand on parle de couverture. On fait référence à l'extension, par exemple, dans la métrique de termes financiers ou de termes de contrôle, etc. Alors, quelles sont les mises à jour pour d'autres catégories, par exemple, les compagnies privées, mais j'aimerais revenir avec Nate pour parler le S. Alors, le capital de risque. L'initiative va présenter l'année prochaine une nouvelle norme qui inclut une gestion pour ce genre de capital, mais pour le moment, les institutions financières doivent suivre les critères actuels. Alors, il y a une autre question dans le chat. Je crois qu'on nous demande, alors à propos de cette diapo spécifiquement, on parle des prêts corporatifs. Alors, il y a une condition minimum de 67%, 95% pour les combustibles fossiles et 100% pour la génération d'électricité. Quelques institutions financières essaient justement de s'approcher à ces chiffres, mais en ce moment, les institutions financières peuvent faire un mélange dans le type de prêt pour arriver aux 67%. On va essayer de voir un exemple pour éclaircir un peu ceci. Alors, si on a un prêt de 10 dollars pour les entreprises de combustibles fossiles, 10 dollars pour la génération d'électricité et 10% pour l'immobilier commercial, on aurait besoin de 6,7 dollars pour l'immobilier, 10%, 9,5%, pardon, pour les prêts à long terme. Dans la version numéro 2, les institutions financières, vous voyez sur le tableau, avec le 67%, on passerait le chiffre de 95% pour les combustibles fossiles et 67% pour l'immobilier. Alors, la suivante diapositive, c'est un des principaux changements dans la version numéro 2, essentiellement. Il s'agit d'ajouter la surface de couverture, c'est le 67%, comme on l'a déjà dit. On a ajouté une option d'exclusivité de matérialité du 5%. Dans ce cas, ce processus
est un peu plus simple à comprendre. Le premier pas pour l'institution financière, c'est de quantifier toutes ces activités qui sont obligatoires ou optionnelles, qu'on a déjà vu dans le tableau numéro un, et de choisir une métrique spécifique, soit des, une valeur d'investissement, de gestion d'actifs, quand la institution financière a quantifié ses activités, elle doit définir ses investissements essentiellement entre les activités obligatoires et celles facultatives. Donc, uniquement si il y a un actif dans une classification, dans un matériel spécifique, un standard a été défini. Essentiellement, il s'agit d'établir des objectifs de ce dénominateur. La première chose qu'il faut faire, c'est d'établir un dénominateur pour toutes les activités et après, voir si le 67% est atteint comme minimum. Dans ce cas, si nous pouvons atteindre le 67% et les objectifs ont été définis, donc les critères essentiels sont déjà là. Mais si on n'a pas le 67%, mais toutes les activités ont été couvertes, il faut établir un objectif pour une activité supplémentaire pour arriver à couvrir le 67%. Pour ce qui concerne l'exclusion des matériaux, cette option peut être appliquée à des sous-activités ou des sous-classes qui ne soient pas matérielles, ce qui impliquerait 5% ou moins du portfolio total, mais sans inclure les combustibles fossiles. Par exemple, si une institution financière a des activités euh, en investissement de capital, elle peut se concentrer dans les prêts corporatifs sans avoir l'obligation de couvrir des objectifs en termes d'actifs matériaux. Voilà les nouveaux critères. Alors, j'aimerais faire une pause pour voir s'il y a des questions. Je crois qu'il y a une question. Nate, est-ce que tu veux la répondre sur le 67% et le 5% supplémentaire? C'est une mise à jour de la version numéro 2. Oui, effectivement, ce sont des critères de la version 2 que les institutions financières pourraient choisir et les utiliser, les employer pendant les 6 prochains mois. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est de prendre des critères de la version 1 et puis des critères de la version 2 et faire un mélange. Si les institutions financières choisissent la version 2, alors elles doivent utiliser au 100% les critères de la version 2. Il y a une autre question. Il y a une autre question sur le 67% et le 40% et l'étape numéro 2. Pourquoi vous avez choisi le seuil du 40%? Oui, dans le cas de la version 1,1, on peut parler de ces chiffres. Essentiellement, ces chiffres viennent de la norme corporative du zéro net, dans laquelle, essentiellement, on spécifie que si on a des émissions de type 3 supérieures à 40% de, des émissions 1, 2 et 3, quand on, quand on les ajoute, donc le 67% des émissions numéro 3, peut-être le 67% est basé sur
Les objectifs pour le champ d'application 3, si les émissions du champ d'application 3 représentent 40% ou plus dans l'ensemble des émissions. Lorsque c'est le cas, les objectifs doivent couvrir au moins 67% des émissions du champ d'application 3. L'option d'exclusion de 5% de l'importance relative s'inspire également du seuil d'importance relative de 5% pour les émissions de champ d'application 1 plus 2 dans le Corporate Net Zero Standard. Il ne s'agit peut-être pas de parler exact, mais c'est là que nous avons tiré le cadre général. Puis une autre question. Alors, pour le plancher de couverture de 107%, pourquoi deux tiers et non trois quarts ou plus? Est-ce qu'on part de la classification d'actifs? Oui. Alors, il faudrait définir quelles sont les activités qui sont essentielles et voir si ces activités couvrent ces critères et après réviser la limite de l'objectif pour voir si le portefeuille d'investissement couvre le 60% de la limite. Donc, essentiellement, c'est un processus à deux étapes. Alors, d'un côté, il y a les exigences d'un actif spécifique, et puis d'un autre côté, la couverture de, du portfolio d'investissement essentiel. Je crois qu'on peut continuer. Je vois qu'il y a d'autres questions. On va essayer d'y répondre dans le chat. J'aimerais à présent passer à la suivante diapo. J'aimerais donc que Nate nous parle des établissements des objectifs. Merci, Howard. Donc, pour souligner ce que Howard a déjà dit, il y a certaines activités qui doivent être intégrées dans ces activités pour qu'on puisse atteindre le 67%. Et une partie des raisons pour lesquelles ce chiffre a été établi, c'est que certaines activités ont un niveau d'émission très haut, ce qui ne suppose pas un impact climatique très important. Donc, on devrait inclure d'autres activités à l'objectif. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu plus sur les méthodes pour établir les objectifs. Je crois que plusieurs d'entre vous les connaissez déjà. À partir du cadre qui a été établi en 2020. On va en parler un peu plus en détail. La première méthode, c'est l'approche du décarbonisation sectorielle. Ceci a été développé en 2015. Il y a un article qui a été publié à ce propos. Essentiellement, on mesure l'intensité du processus. Alors, à travers le secteur, on peut voir les secteurs qui ont été intégrés dans cette approche. Nous avons l'industrie de l'aluminium, du béton, du transport terrestre, produits chimiques, de l'énergie, de l'aviation, euh, des navires de transport, des aciers, des bâtiments, la forêt et puis le pétrole. Alors essentiellement, c'est la génération d'électricité et en termes des mises à jour du V1 au V2 pour les institutions financières. Le premier est aligné avec la norme corporative du zéro net du 5 à 15 ans. Alors, rappelez-vous qu'on a réduit cette période de 5 à 10 ans. Puis on a établi une nouvelle métrique pour les degrés Celsius. Donc, les institutions financières peuvent investir dans les énergies renouvelables. Donc, on a pu maintenir ce niveau d'investissement en énergie propre. Et puis, voilà, ceci serait exclusif aux critérisations financières pour, pour les couvertures du portfolio des, avec les objectifs basés scientifiquement. On a introduit en 2020 ce point. C'était quelque chose d'innovateur et quelque chose de bien accepté entre les institutions financières et les entreprises privées. Donc, on a mis à jour cette version.
Et à cause de l'orientation de plusieurs institutions financières qui essaient que le 2030, l'année 2030 soit la date limite, on a eu un calendrier tel qu'on a pu inclure tous ces objectifs. Donc, on a 5 ans et demi, et puis on va revenir au cadre de 5 ans de couverture. Donc, l'idée principale, si vous voulez bien, ce n'est, disons, pas quelque chose de très rigide, un objectif qui oblige à réduire l'intensité, mais on a des actions spécifiques qui sont définies. Maintenant, on permet aussi qu'il y ait des portfolios à long terme qui soient inclus dans les objectifs basés scientifiquement. Aussi, on a mis à jour le fait que les institutions financières doivent établir la même année base pour tous ces portfolios d'émissions. Donc, si une institution financière a plusieurs portfolios avec des activités différentes, l'année base est toujours la même. Et c'est une question de communication, pour ainsi dire. Puis, le ranking de la température, c'est une nouvelle méthode qui a été développée récemment, essentiellement. C'est quelque chose d'assez populaire entre certains groupes d'institutions financières. Donc, on a décidé de maintenir cette méthode tout en augmentant l'ambition pour les objectifs 1 et 2, 1, 2 et 3. Ce qui veut dire que on a réduit la limite des degrés Celsius. On est passé de 1,75 degrés Celsius à 1,5 respectivement. En plus, les institutions financières doivent être constamment en train de mesurer cette quantité pour tester la limite de leurs objectifs, car certaines institutions financières avaient certaines difficultés pour utiliser l'outil Python. C'est quelque chose de très technique, donc c'était un des défis principaux. En outre, on est en train de permettre des objectifs avec une date limite de 2030, ce qui couvre les 5 années qu'on demande. Pour les portfolios de couverture, on a augmenté les objectifs en termes de température. Alors, est-ce que vous avez des questions? On aimerait faire une pause, si vous voulez bien. Alors, il y a une question, Nate. Est-ce que vous pensez que les institutions financières devraient utiliser un scénario spécifique, par exemple, celles qui font partie de l'IPCC, quand elles établissent leurs objectifs? Alors, la référence, oui, on s'attend à avoir une référence d'un scénario avec 1,5, mais on va tout de même valider ces objectifs si et seulement si l'objectif euh, puisse atteindre les conditions nécessaires pour les objectifs dont on a déjà. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'on peut utiliser pour les objectifs dans l'immobilier, est-ce qu'on peut utiliser le SBDI? Oui, il y a une alliance avec une organisation appelée CRIM. Essentiellement, le nouveau guide intègre des scénarios GRIM qui permettent l'évaluation et leur publication, et on espère qu'on pourra les mettre à votre disposition dans un futur proche. Alors, une question. Alors, disons la première année, si la première année 2024, alors l'objectif serait 2030. Oui, je pense qu'on en a déjà parlé, mais on peut en reparler. Alors, le 4, c'est entre 5 et 10 ans. Oui. Si l'objectif
est proposé en 2024. L'objectif 2030 est dans le rang. Mais si on parle de la température ou de la couverture du portfolio, on est en train de parler d'objectifs d'ici aux prochains 5 ans. Alors, effectivement, l'année 2030 peut être inclus comme une date limite. Et net, je vais te céder le micro aussi. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une liste de fournisseurs d'évaluation de température pour voir si l'objectif basé scientifiquement est en train d'être rempli? Non, on n'a pas une liste en ce moment. C'est un débat à l'intérieur de l'initiative pour définir si effectivement c'est quelque chose de factible. Est-ce que c'est important d'avoir une liste? On se le demande. Une liste de fournisseurs qui puisse valider la température, mais le débat est basé. Comment est-ce qu'on pourrait le faire et quelles seraient les meilleures méthodes pour avoir cette liste? Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de considérer, on est en train de travailler sur cela, mais je crois que jusqu'à présent, la meilleure façon de faire l'évaluation de la température, c'est quelque chose de personnel, soi-disant, c'est-à-dire chaque institution financière doit le faire de son côté. Alors, si tu es bien d'accord, on va passer au prochain, au prochain tableau. Alors, on va ajouter une nouvelle option, essentiellement, c'est l'objectif financier, essentiellement. Comment est-ce que les institutions financières peuvent établir des objectifs par rapport aux combustibles fossiles? Alors, les institutions financières doivent établir des objectifs avec une méthode spécifique qu'elles doivent définir dans ce secteur. C'est une nouvelle option dont elles disposent. Avant qu'on passe aux critères, on aimerait établir une ligne de base. Dans les documents de critères, on va voir le tableau numéro 2 qui parle plus en détail des limites et aussi des méthodes. La ligne de base de ces entreprises, l'institution financière, doivent définir ces entreprises comme des entreprises qui font partie une liste qui peut être fournie par une ONG. Ou bien, pour les entreprises de oil and gas, c'est-à-dire de pétrole et de gaz, elles doivent donc faire partie une liste spécifique, et ces entreprises qui ont des ressources de plus de 10% qui proviennent de combustibles fossiles aussi doivent être inclus dans ce processus. Donc, ces entreprises doivent être complètement transparentes dans ce sens pour le carbone. On ajoute quelques définitions supplémentaires, essentiellement les segments d'exploration, les mines ou l'expansion de mines. Dans ce cas, la condition minimum, c'est d'inclure le carbone thermique et la recommandation serait d'aller au-delà des conditions minimum et de couvrir ces standards. Voilà la condition minimum. Avec ces définitions, nous allons réviser les 4 types de critères. Donc, dans ce cas, la méthode d'objectif, la définition de combustible fossile va publier les métriques financières
dans tous les secteurs. Essentiellement, on devrait fournir des informations sur les prêts, sur les primes qu'on est en train d'utiliser ou qu'on obtient à partir des activités de combustibles fossiles. Et aussi, on doit inclure les émissions de type 1 et 2. Le deuxième groupe de critères, alors il faut publier une politique. Donc, là où on s'engage à stopper toutes les activités polluantes. Donc, ce sont des projets des compagnies qui travaillent sur de nouvelles mines de carbone ou des extensions de mines de carbone. Le deuxième groupe, dans ce cas, ce serait d'avoir un nouveau calendrier pour les projets de gaz et de pétrole au niveau upstream, midstream. Et puis, les entreprises qui font partie de ces activités de pétrole et de gaz, ou les entreprises qui veulent participer dans de nouvelles activités financières, et ces entreprises peuvent s'engager à stopper toute nouvelle activité en rapport au groupe numéro 2 de pétrole et de gaz. Donc, si elles décident d'utiliser ces options, donc il s'agit là d'une transition dont on va parler dans cette diapositive essentiellement. Ceci fait référence au fait qu'il faut établir des objectifs de transition dans les objectifs de réduction absolue avec un calendrier de 5 à 10 ans dans le portfolio total. On parle donc d'entreprises qui ont de nouveaux projets de gaz et de pétrole. Les objectifs, c'est l'ambition minimum, c'est le même, avec une réduction de 4,2% linéaire. Et finalement, les institutions financières devront avoir des objectifs de transition pour le projet de carbone. C'est le suivant projet de l'année objectif, l'année but. Cet objectif, avec la base de cet objectif, il faudra publier une politique qui engage toutes les activités financières par rapport aux entreprises de carbone pour la fin de l'année 2030 et donc toutes les entreprises qui opèrent dans les pays de l'OCDE et les organisations, les projets de carbone qui sont en train de travailler sous activité à moins qu'elles se trouvent sous des cadres très spécifiques. On va faire une autre pause pour voir s'il y a une autre question supplémentaire dans le chat. Les institutions financières doivent établir obligatoirement des objectifs. Est-ce qu'elles doivent utiliser cette méthode ou pas? Alors, je pense, Nate, que tu pourras répondre peut-être pour éclaircir. Cette méthode est supplémentaire à celle qui existe. Merci pour la question. Merci, Howard. Alors, l'idée, c'est que les institutions financières doivent couvrir leurs activités par rapport aux combustibles fossiles. Et cette nouvelle méthode est une des options que ces institutions financières peuvent utiliser, par exemple, par rapport à des activités euh, par rapport aux activités de combustibles fossiles.
Ceci a déjà été publié par les scientifiques, donc cette couverture ne serait pas une option car l'initiative n'a pas encore publié une validation d'objectifs de gaz et de pétrole. Mais l'intention de cette nouvelle méthode, c'est d'avoir une option supplémentaire pour que les institutions financières puissent utiliser à partir de maintenant et qu'elles puissent continuer à se développer dans ce secteur. Donc, merci Nate. Il y a une autre question que j'aimerais que tu répondes. Pourquoi est-ce qu'on permet que les institutions financières décident? Il serait beaucoup plus simple d'utiliser la méthode ou l'objectif de carbone. On sait que toutes les deux méthodes sont convenables, mais on comprend aussi que certaines institutions financières ont déjà fait des analyses de leur côté et elles ont révisé leur pourcentage et leurs limites de façon très détaillée. Donc, on veut s'assurer qu'elles puissent être indépendantes. Dans ce sens, l'année dernière, on a fait le test et on a vu qu'il y avait une certaine préférence pour les limites quantitatives, mais il y avait des définitions là où, des situations où on n'avait pas des données granulaires. Donc, on essaie de donner cette liberté aux entreprises d'utiliser leur propre méthode. On essaie donc de permettre aux entreprises de continuer à épanouir leurs capacités tout en suivant notre méthode. Je pense qu'on peut encore voir deux questions. Alors, la chaîne de valeur couvre aussi le carbone thermique. On devrait couvrir cet aspect-là, évidemment, mais on essaie d'aller au-delà des conditions minimum. Et quand on parle de critères, il y a une question en termes des activités financières, de nouvelles activités financières. Quel est l'objectif? Quelles sont les nécessités minimum? Alors, dans ce cas, pour les entreprises qui utilisent des combustibles fossiles ou des activités liées aux combustibles fossiles, on pourrait mettre de côté n'importe quelle activité qui ne soit pas dans les limites des objectifs, mais dans ce cas, les institutions financières s'engageraient à ne pas générer aucune nouvelle activité financière de ce genre. Donc, dans ce cas, si tu as déjà une, euh, une action qui est en cours dans une entreprise liée au carbone, vous pouvez continuer avec des actions, des actifs qui sont déjà présents, mais ces actifs ne peuvent pas être augmentés. L'investissement ne peut pas être augmenté. Donc, encore une fois, est-ce qu'on peut... Ah, donc oui, on peut maintenir les actifs qu'on a déjà, mais on ne peut pas en acquérir d'autres. Par exemple, pour les prêts, si vous avez un prêt de 68 000 dollars et vous le donnez à une entreprise liée au combustible fossile, on ne pourrait pas en générer un nouveau. On ne peut pas générer un nouveau crédit à cette même entreprise. On a encore 5 minutes. On pourrait peut-être passer à la suivante. Avec ces quatre méthodes, les institutions financières devraient développer de façon quantifiable et claire pour atteindre leur objectif. C'est l'étape numéro 6. Donc, il y a un langage qui a été mis à jour. Vous pouvez trouver ça dans le tableau numéro 3 du document. Vous devez simplement suivre le format pour établir quelle est la méthode que vous êtes en train d'utiliser et fournir les données spécifiques, comme par exemple la divulgation du pourcentage et puis résumé des stratégies
qui sont en train d'être planifiés pour atteindre ces objectifs. Quand les objectifs ont été établis, vous devez remplir le formulaire qui est dans la page web de l'initiative avec les documents pertinents et puis attendre la réponse qui sera fournie par le service de validation. Par rapport au processus, il y aura deux réviseurs qui auront une discussion. Ils vont entretenir une discussion justement pour éclaircir ces objectifs. Quand cet objectif aura été approuvé, ceci va être publié dans la page Internet de l'initiative et après, il faudra faire un monitorage du progrès et enregistrer ce progrès par rapport aux émissions tous les 12 mois. Une autre question. Combien est-ce que le processus de validation des objectifs tarde? Alors, il faut tenir compte du fait que le processus de validation est indépendant aux critères et dans ce cas-là, Nate et moi, nous ne faisons pas partie de ce groupe, donc on ne peut pas répondre spécifiquement à cette question. C'est un processus qui est indépendant dans ce sens. Donc, je ne peux pas être spécifique, mais ce que j'ai vu, c'est que le processus de validation d'objectifs peut s'étendre de 1 à 2 mois en fonction de la situation, mais cela dépend du nombre de questions et de réponses qu'il faudra fournir pour mener cette validation. J'ai vu certains formulaires qui ont disons, des informations si claires et complètes qu'on n'a pas besoin de réponses ou des questions supplémentaires. Donc, c'est quelque chose de très efficace. Et j'ai vu aussi des cas dans lesquels les questions sont trop nombreuses, les informations ne sont pas très claires, donc cela prend davantage de temps. Donc, ceci peut être très variable. Mais notre recommandation, c'est de s'exprimer de la façon la plus claire possible. Essentiellement, quand vous aurez fait cela, vous serez dans l'étape de transition pour accomplir vos objectifs. Donc, Nate, si vous voulez bien. Merci, Howard. Nous savons que ce résumé intègre beaucoup de nouvelles informations, mais essentiellement, nous espérons que ceci a été clair, que vous allez pouvoir comprendre comment établir vos objectifs. Il y a eu beaucoup de questions, de très bonnes questions. Merci de votre participation. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions de façon personnelle, mais on va vous fournir davantage d'informations. Et pour vous tous, si vous voulez davantage d'informations sur le SBTI et les institutions financières, on a un newsletter dans lequel on va partager l'enregistrement de cette séance. On va partager des questions, des réponses. Alors, vous pouvez compléter votre formulaire d'inscription et de présentation d'objectifs. Merci beaucoup.